je vais céder la parole maintenant donc, à ma collègue Blandine de Clavière pour la deuxième intervention qui est consacrée à ces traités internationaux, les indications géographiques dans les traités internationaux de l'Union européenne. Merci. Je mets mon minuteur. Oui. Voilà, je lance mon minuteur pour être certaine de ne pas trop dépasser le temps qui m'est imparti. Donc, bonjour à chacune, à chacun d'entre vous. Un grand merci. Je tiens véritablement à remercier mon collègue Nicolas Bouche en particulier, qui a été extrêmement actif dans l'organisation de cette demi-journée. Et c'était un grand plaisir d'échanger avec toi, cher Nicolas, sur ce sujet. Un immense merci également à mon collègue, le professeur Pascal Camina, pour sa présence et toutes les lumières qu'il va nous apporter tout à l'heure. Et puis, c'est bien sûr un honneur tout particulier d'accueillir le professeur Shu Yefeng et Madame Wang Hongli. Merci infiniment pour votre présence à chacun. Alors, ensemble, nous allons aborder un autre sujet dans la continuité de celui évoqué par Nicolas, à savoir les indications géographiques dans les traités de l'Union européenne. Je commencerai ce propos par une observation avec vous qui est la suivante. En 2022, donc le Consortium for Common Food Names, le CCFN, qui est donc un lobby américain qui regroupe des agriculteurs, des producteurs, consommateurs et détaillants, ce lobby a lancé une campagne dans laquelle il s'est plaint du libéralisme déraisonnable de l'Union européenne dans l'utilisation des indications géographiques des IG. Alors, encouragé, appuyé par ce groupe de pression en particulier, il en existe donc d'autres aux États-Unis, eh bien les États-Unis dénoncent fortement depuis plusieurs années l'intégration croissante d'indications géographiques dans les accords de libre-échange que la Commission négocie avec les États tiers. Alors les États-Unis mettent en avant que la protection de certaines dénominations nuit gravement à la commercialisation des aliments produits en dehors de la région protégée. Ceci compromet, selon toujours les États-Unis, la valeur des concessions tarifaires obtenues à l'OMC, mais également des concessions obtenues dans le cadre de certains accords bilatéraux négociés par les États-Unis avec d'autres États. C'est ainsi en particulier la protection de la production italienne de parmesan qui est décriée outre-Atlantique, celle du chorizo ou encore celle de la feta. Alors pour s'en tenir simplement à ce dernier exemple, celui de la feta, eh bien, les États-Unis critiquent en particulier l'accord de libre-échange UE-Corée du Sud qui réserve le droit d'utiliser l'indication feta aux seuls producteurs grecs. Et la difficulté est que les États-Unis sont eux-mêmes un important producteur de feta. Donc les États-Unis considèrent que cet accord porte préjudice, bien naturellement, à leurs intérêts économiques. Qu'a répondu la Commission à ces accusations? Alors, sans surprise véritable, la Commission défend fermement sa politique. Elle met en lumière le fait que la feta est protégée en raison de différents... Je vous demande pardon. Je vais arrêter. Peux-tu gérer mon propre temps, s'il te plaît, Nicolas? C'est plus sûr. Pardonnez-moi. Donc là, la Commission met en lumière le fait que la feta est protégée en raison donc de différents éléments qui démontrent qu'en réalité, plus de la moitié de la population européenne considère la feta tout simplement comme un produit grec. La Commission va plus loin. Elle accuse les lobbies américains de parasiter la réputation d'un produit qui fait partie intégrante du patrimoine culinaire européen. Et puis enfin, la Commission insiste sur le fait que l'UE n'exige pas que l'ensemble des fromages soient protégés par une indication géographique. Certaines dénominations sont devenues génériques, par exemple la mozzarella, le gouda, le brie ou par exemple le cheddar. Bref, pourquoi ces quelques observations? Bien tout simplement parce qu'elles donnent déjà une forte intuition de l'importance des indications géographiques dans les relations commerciales internationales. Le champagne, si nous en avons le temps, nous le développerons ensemble ultérieurement. Le roquefort ou la feta, de nouveau, ne sont pas simplement des produits. Ce sont des indications géographiques qui sont depuis plusieurs années au cœur de conflits commerciaux internationaux. Et donc, ces indications géographiques occupent nécessairement à l'heure actuelle une place de premier ordre dans les accords commerciaux sur la scène internationale.
Si l'on observe par ailleurs ensemble, d'une part, que l'UE a négocié à ce jour une quarantaine d'accords qui traitent, de manière exclusive ou non, de la protection des IG, et que d'autre part, il existe un peu moins de 4000 IG européennes. Alors, je me base ici sur les données qui sont situées sur le site de l'Union européenne e-Ambrosia, ainsi que sur le site GIView. Donc, on devine dès lors que les IG sont devenus tout à fait incontournables pour l'Union européenne, jusqu'à jouer aujourd'hui un rôle stratégique majeur. Je poursuis ces quelques éléments introductifs en relevant avec vous que le concept d'IG est particulièrement cher au territoire européen. Historiquement, c'est un concept qui a pris naissance en Europe. Mon collègue Nicolas en particulier donc a relevé que pour les producteurs, et donc les producteurs européens en particulier, les IG protègent les produits contre toute utilisation abusive, imitation, usurpation de la dénomination enregistrée. Simplement, cette demi-journée, ce propos s'inscrit dans un contexte international. Il convient donc d'essayer de définir les indications géographiques. Et ce terme ne connaît pas de conception uniforme sur la scène internationale. Donc les IG, elles recouvrent une variété de notions, indication de provenance, indication géographique protégée ou encore donc appellation d'origine. Mais ces notions, elles connaissent un dénominateur commun. Elles se réfèrent toutes à des signes qui indiquent certes l'origine géographique du produit, mais également un ou différents traits caractéristiques que cette origine confère au produit. Cette essence commune aux différentes notions que recouvre ce concept d'IG, eh bien, elle est issue de cette convention internationale dont Nicolas a parlé, l'ATPIC. Alors j'aurais dit ADPIC, mais donc j'ai découvert que c'était ATPIC, également connu sous le nom de TRIPS, et donc, comme cela a été précédemment relevé, qui a été signé en 1994 et qui définit les protections minimales relatives donc aux droits d'auteur dans les pays membres de l'OMC. Or, l'article 22, paragraphe 1 de l'ATPIC a déjà été mentionné, qui indique que finalement les indications géographiques, elles doivent au moins faire référence à une réputation dont le lieu en question est porteur pour le produit, concerné. Poursuivons ces éléments introductifs en relevant ensemble que le système de protection des IG qui est organisé par l'UE est très sophistiqué. C'est un système sui generis qui se distingue des autres droits de propriété intellectuelle comme le droit des marques. Et en dehors de l'UE, la protection des IG est initialement inconnue et parfois rejetée au profit des marques de commerce, comme tel est le cas aux États-Unis. Donc, sans surprise ainsi, en dehors du marché européen, donc dans nos relations avec les États tiers, eh bien, dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, le concept d'IG ne repose pas sur une distinction semblable, sur des distinctions semblables à celles que nous retrouvons à l'intérieur de l'Union européenne. Dans les textes internationaux, les IG désignent plus largement l'ensemble des dénominations protégées. Au sein de l'UE, les IG occupent une place très singulière. Le traité de Lisbonne révèle en effet que les indications géographiques, elles se situent en fait au carrefour de 3 politiques fondamentales. Et je crois qu'il est très important de le mettre en lumière. Ces 3 politiques fondamentales sont la politique agricole commune, la PAC, la politique du marché intérieur, mais également la politique commerciale commune. Et ceci est important parce qu'en réalité, cette pluralité de fondements dans le TFUE, ce n'est pas simplement une curiosité institutionnelle. Cette particularité constitue le socle de la stratégie extérieure de l'UE en matière d'IG. En effet, nombre de textes européens ont été adoptés sur la base des articles 38 à 40 TFUE, donc qui relèvent de la PAC, mais également sur le fondement de l'article 118 TFUE. Alors, en particulier, le règlement du 14 juillet 1992, modifié à différentes reprises. Dans le cadre de l'article 118 TFUE, nous avons bien naturellement ce texte d'actualité, le règlement du 18 octobre 2023, applicable depuis le 1er décembre 2025. On ne va pas détailler ensemble tous ces textes, simplement
chacun le sait probablement ici, ces textes organisent un régime extrêmement protecteur des IG sur le territoire de l'UE. Et ce cadre normatif européen, eh bien, l'Union entend l'exporter sur la scène internationale. Les raisons, elles sont d'ordre social, culturel, historique, mais surtout elles sont d'ordre économique. L'Union européenne reste l'Union européenne et donc la dimension économique demeure l'alpha et l'oméga de l'ensemble de son action. La Commission met en lumière en particulier que les IG représentent une valeur de vente de 74,76 milliards d'euros et représentent 15,5% du total des exportations agroalimentaires de l'UE. Donc dès lors, il est très important pour l'UE de protéger ces IG sur la scène internationale. Et pour cela, l'UE doit de nouveau s'appuyer sur les bases juridiques adéquates dans le traité. Et c'est alors que l'on va faire appel à la politique commerciale commune. Et là, nous pouvons insister ensemble sur le fait que nous sommes face à une compétence exclusive de l'Union européenne. Ça, c'est important, notamment parce que la Cour de justice est très vigilante sur ce point et elle insiste sur le caractère exclusif de cette politique. En particulier, l'article 207, paragraphe 1 TFUE indique que les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle relèvent de cette compétence exclusive. C'est l'article 207, paragraphe 1 TFUE qui constitue le fondement habilitant l'UE à négocier les chapitres relatifs aux IG dans chaque accord commercial. Naturellement, une procédure de négociation est prévue dans le traité. L'article 218 TFUE prévoit cette procédure, on ne va pas la détailler ensemble, on va simplement relever l'unité de négociation. Ça aussi, c'est important, puisque la Commission européenne conduit à titre principal les négociations au nom de l'UE en tant que négociateur unique. Donc la Direction générale du commerce, la DG Trade, pilote le processus en coordination avec la DG Agriculture et Développement rural pour tout le volet indication géographique. Les États membres donc ne négocient pas directement, par contre ils sont étroitement liés au processus. Et en réalité, il est intéressant de relever ici que l'UE, grâce à cette procédure, elle représente une seule voix pour 27 États membres ou une seule voix pour un marché de plus de 450 millions de consommateurs. Et ceci confère à l'UE un poids considérable sur la scène internationale. Ça lui permet notamment d'obtenir des concessions de la part de partenaires économiques extrêmement importants, la Chine, les États-Unis, l'Australie, le Canada, des concessions que bien naturellement aucun État membre n'aurait pu obtenir seul. Or, on observe qu'il existe aujourd'hui un véritable droit du commerce international des indications géographiques. Et au sein de ce vaste réseau commercial, allons-nous dire, eh bien l'UE est un acteur plein et entier. L'UE s'affirme en effet comme une puissance normative véritable en matière d'IG sur la scène internationale. Et donc l'objectif de ce propos est de démontrer ce phénomène. Alors, dans un premier temps, nous allons présenter ensemble l'émergence d'une stratégie européenne autonome, et puis dans un deuxième temps, de manière somme toute quelque peu classique, nous allons analyser ensemble les limites en réalité de cette stratégie et les défis auxquels elle doit faire face. Si l'on s'intéresse tout d'abord à l'émergence de cette stratégie européenne autonome, en réalité, pourquoi cette stratégie a-t-elle vu le jour ? Eh bien, tout simplement parce que l'UE a dû s'adapter face à l'impasse du multilatéralisme. Et donc, c'est cette impasse du multilatéralisme qu'on vient de présenter dans un premier temps. Et puis ensuite, nous verrons dans un deuxième temps que c'est une véritable stratégie bilatérale que l'UE a développée. Insuffisance du cadre multilatéral, tout d'abord. Donc, aujourd'hui, il n'existe pas de droit international des IG. Les règles existantes qui organisent la protection des IG rendent compte d'un cadre juridique fragmenté et en réalité dont le contenu ne peut pleinement satisfaire l'Union européenne. Alors, quel est ce cadre juridique multilatéral ? On ne peut pas citer
tous les textes internationaux qui existent, on peut simplement relever tout d'abord que la question de la protection internationale des indications géographiques est bien antérieure à l'intégration européenne. On va simplement mentionner quelques textes ensemble, sans entrer dans le détail de ces textes faute de temps. Mais le premier instrument conventionnel réellement pertinent d'un point de vue chronologique, c'est probablement la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, qui a été révisée à plusieurs reprises. Ensuite, on peut mentionner l'arrangement de Madrid de 1891 concernant l'enregistrement international des marques. Simplement, ces deux textes de 1883 et 1891 ne contiennent pas de définition des indications de provenance ou des appellations d'origine. C'est l'une de leurs faiblesses. Quelques accords spécifiques ont par la suite été adoptés. Par exemple, la Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénomination de fromage de 1951, qui regroupe 5 États dont la France, et puis c'est surtout l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958, qui a enfin proposé une définition de l'appellation d'origine. Alors l'arrangement de Lisbonne est plus précis que la Convention de Paris de 1883, non seulement parce qu'il propose une définition de l'appellation d'origine, mais également en raison de la protection qu'il organise. En particulier, une fois enregistrée par un État et dans un registre administré par l'OMPI, eh bien, l'appellation d'origine doit notamment être protégée par l'ensemble des autres membres. L'une des difficultés qui est soulevée par cet arrangement de Lisbonne et qui n'a été ouvert qu'à l'adhésion des États protégeant les appellations d'origine par le biais de systèmes sui generis, c'est-à-dire par le biais de systèmes spécifiques de protection des IG. Et donc, ce faisant, l'arrangement de Lisbonne a écarté une protection par le biais du droit des marques, de la concurrence déloyale ou de la protection des consommateurs. Ceci explique l'intégration d'obligations jugées excessivement exigeantes par nombre d'États qui n'ont pas, du coup, adhéré à l'arrangement de Lisbonne. C'est pourquoi beaucoup affirment que finalement, le succès de l'arrangement de Lisbonne de 1958 a été finalement assez limité. Par la suite, l'arrangement de Lisbonne, ceci a été vu précédemment, l'arrangement de Lisbonne a été révisé, surtout en 2015, donc avec l'adoption de l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne, entre en vigueur donc en 2020. L'arrangement de Lisbonne et l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne forment conjointement ce que l'on appelle le système de Lisbonne. Et l'Union européenne a immédiatement qualifié l'acte de Genève de grand succès puisqu'il est allé plus loin dans la protection des IG afin de mieux tenir compte des différents systèmes nationaux ou régionaux pour la protection des dénominations particulières qui s'appliquent à des produits de qualité. Alors, sans citer ces progrès de manière exhaustive, on relève que l'acte de Genève a introduit le concept même d'IG à l'OMPI. L'acte de Genève a fait évoluer l'arrangement de Lisbonne puisque ce dernier réservait l'adhésion aux seuls États. Désormais, et donc Nicolas l'a précédemment relevé, des organisations intergouvernementales peuvent y adhérer. Tel est le cas notamment de l'Union européenne ou de l'OAPI que tu as mentionné tout à l'heure. Et puis, l'acte de Genève crée un registre international des IG. Et puis, enfin, il a largement étendu la protection des IG et des appellations d'origine par le biais de son article 3. Enfin, et ce sera le dernier texte qu'on mentionnera ici, avant l'adoption de l'acte de Genève, eh bien, nous avons un autre accord essentiel, c'est l'accord sur les ATPIC, accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC. Alors, de nouveau, nous avons différents textes qui ont été un progrès considérable, notamment du point de vue de l'UE. Pour autant, ces accords ne sont pas pleinement satisfaisants. Alors, je vous propose de formuler simplement quelques observations. Première observation d'ordre général. L'analyse de ces accords et surtout de leurs travaux préparatoires permet de noter qu'ils révèlent un débat que
d'aucuns pourraient juger inextricable sur la scène internationale, entre les indications géographiques en tant que droit collectif et droit individuel d'utiliser les dénominations préférées sur le marché. Alors, la première proposition, elle est surtout défendue par l'UE. La seconde, elle correspond davantage à celle défendue par les États-Unis. En deuxième lieu, des facteurs historiques et culturels expliquent les différences entre le modèle européen des IG et les modèles étrangers, notamment toujours le modèle nord-américain, qui a donc sa préférence marquée pour l'enregistrement des marques. Et de ce point de vue, plusieurs relèvent que les textes internationaux, donc, que l'on a précédemment cités ensemble, et en particulier l'acte de Genève de 2015, plusieurs auteurs ou juristes jugent que ces textes sont une occasion manquée de réconcilier véritablement sur la scène internationale les systèmes de common law et les systèmes de civil law. Il est notamment mis en lumière des contraintes administratives qui empêcheraient également donc les États de protéger les IG à travers le droit des marques, et donc des contraintes qui pourraient peut-être empêcher d'accéder à l'acte de Genève. Et puis, enfin, de manière générale, ce sera la troisième et dernière observation à ce stade, les textes internationaux ont été critiqués en plusieurs aspects. Les membres de l'OMPI qui ne sont pas partie prenante à l'arrangement de Lisbonne manifestent de vives inquiétudes relatives au financement des systèmes de protection des IG créés par l'acte de Genève. Alors, en témoigne notamment, on ne peut pas citer de nouveau toutes les dispositions, mais l'article 24, paragraphe 6 de l'ATPIC. Au terme de cette disposition, un membre de l'OMC n'est pas tenu de défendre une IG d'un autre membre pour les produits ou services dont l'indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce membre. Alors concrètement, il en découle par exemple que si les États-Unis avancent que la dénomination gruyère est un terme générique sur leur territoire, eh bien l'UE ne pourra pas obtenir gain de cause devant l'OMC en ce qui concerne cette appellation. Donc ici, on a une faille dans la protection des IG qui est tout de même importante, en tous les cas très gênante du point de vue de l'Union européenne. À cela, nous pouvons ajouter le fait qu'il n'existe pas de registre multilatéral des produits considérés comme des IG dans le cadre de l'OMC et donc certainement pas de mécanisme de reconnaissance mutuelle des IG comme on peut l'avoir dans le cadre intra-européen. Pour ces différentes raisons, on pourrait en développer d'autres, mais pour s'en tenir à celle-ci, le système multilatéral de l'OMC n'est pas suffisamment protecteur du point de vue de l'Union européenne. Il a donc été nécessaire à l'UE de s'adapter. On pourrait parler d'autres éléments, notamment de l'échec du cycle de Doha, mais pour des raisons de temps, je vous propose d'avancer et de relever à présent cette stratégie européenne d'extension des indications géographiques par le biais des accords bilatéraux. Alors, il faut savoir que l'UE dispose à ce jour du plus vaste réseau d'accords commerciaux au monde. Mais c'est en réalité, surtout dans les années 2000, en réalité, au milieu des années 2000, que l'Union européenne a véritablement développé cette stratégie d'expansion des IG sur la scène internationale. Alors, en réalité, cette volonté de l'UE de protéger ces IG sur la scène internationale, elle a surtout été renforcée avec l'adoption d'un règlement de 2006, le règlement du 20 mars 2006, relatif à la protection des IG et des appellations d'origine, des produits agricoles et des denrées alimentaires. Pourquoi ? En réalité, parce que ce règlement a annoncé un tournant dans la stratégie commerciale de l'Union européenne. Donc ce règlement, nous l'avons dit ensemble, date du 20 mars 2006 et son adoption elle a été rapidement suivie d'une communication de la Commission de 2006. Et donc dans cette communication de la Commission d'octobre 2006, eh bien la Commission met en avant le fait que bien naturellement l'idéal est de négocier des accords dans le cadre de l'OMC. Mais la Commission met en avant les limites de ce cadre
multilatérale. Et donc, elle insiste sur la nécessité d'accentuer la négociation d'accords bilatéraux, notamment sur des sujets stratégiques forts, à savoir le droit de la propriété intellectuelle, et la Commission d'insister tout particulièrement sur la nécessité d'accroître la protection des IG sur la scène internationale. Et en effet, après 2006, nous avons assisté à un développement extrêmement important de la stratégie européenne en matière de protection des IG. Ce sont des aspects quantitatifs et substantiels qui le démontrent. Pardonnez-moi. D'un point de vue quantitatif. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, elle a conclu un peu plus de 30 accords bilatéraux pour la reconnaissance des IG sur des marchés d'exportation clés. Alors, je remercie de nouveau profondément mon collègue donc Nicolas Bouche qui a, au moment de nos discussions sur cette demi-journée, porté à ma connaissance l'existence d'un site internet, donc Origin, avec le G et le I majuscule pour Geographical Indication, et qui recense notamment l'ensemble des accords commerciaux bilatéraux conclus par l'UE, qui s'intéresse spécifiquement aux indications géographiques. Alors, le site n'est pas totalement à jour à cette date. S'agissant du recensement de ces accords, il est à jour au 27 février 2025. Mais ceci nous permet de savoir que nous avons environ donc une trentaine d'accords bilatéraux conclus par l'UE depuis plus de 20 ans, qui portent notamment sur la protection des IG. Or, si mes calculs sont bons, sur cette trentaine d'accords, 23 ont été conclus après 2006, donc 23 après cette fameuse communication de la Commission d'octobre 2006. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. D'un point de vue substantiel, eh bien, on observe que après 2006, l'Union européenne s'est voulue beaucoup plus, j'allais presque dire avec vous, agressive, à tout le moins ferme, dans la protection des IG sur la scène internationale. Et en effet, on relève que, après 2006, l'Union négocie des accords dans lesquels les IG occupent 3 grandes fonctions. Elles sont exploitées comme un objectif offensif, elles sont exploitées comme une monnaie d'échange, et puis elles se révèlent également être un instrument de diffusion normative. Alors tout d'abord, les IG sont exploités par l'UE dans une perspective offensive. Donc ici, il s'agit de signifier ensemble que par le biais de ces accords, l'UE obtient la reconnaissance de ses indications géographiques dans des marchés tiers. Et notamment, on peut citer un commissaire européen au commerce en février 2019, Phil Hogan, affirmait alors, il était en Australie en 2019, et il indiquait fermement qu'il était aujourd'hui inconcevable pour la Commission de négocier un accord de libre-échange sans que des dispositions satisfaisantes relatives aux IG soient obtenues. Et ce même commissaire européen d'affirmer que les IG aujourd'hui sont devenus une offensive red line. Ce faisant, pour reprendre les termes d'un auteur à la Revue internationale de droit économique, les IG sont devenus aujourd'hui une condition sine qua non dans la négociation des accords commerciaux internationaux conclus par l'UE. Alors on pourrait citer en réalité l'ensemble des accords conclus par l'Union européenne qui permettent de relever qu'en réalité nous avons un système de listes d'indications géographiques qui sont annexées à ces accords, procédé d'ailleurs assez original visiblement en matière de propriété intellectuelle sur la scène internationale, donc un système de listes qui permet de s'assurer de la protection effective des IG concernés. Ensuite, les IG sur la scène internationale interviennent comme un instrument de diffusion normative, puisque l'UE, par le biais de ces accords, exporte son modèle sui generis en incitant ses partenaires à adapter leur législation interne. Et ceci, on l'observe du point de vue substantiel et du point de vue procédural, puisque du point de vue substantiel, lorsque les États tiers concluent ces accords avec l'UE, ceci peut emporter la nécessité, sur le territoire national de ces États tiers, de modifier leur droit national. Tel a été le cas pour le Mexique, pour le Canada, peut-être
Est-ce d'ailleurs d'autant plus remarquable pour le Canada, qui était à l'origine un peu plus allergique à ce système de protection sui generis. Donc on a une modification de leur législation matérielle. Et puis du point de vue procédural, eh bien, les États parties aux accords économiques s'engagent à fournir les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation des IG protégés dès lors que les produits considérés ne proviennent pas du pays d'origine spécifié pour l'IG concerné, et donc que l'on retrouve toujours dans une liste annexée à l'accord. Donc, les États tiers doivent s'adapter. Ça permet d'envisager une circulation, en réalité normative, du modèle européen sur la scène internationale, mais peut-être une circulation, en tant que bon juriste français européen, on ne va pas être trop présomptueux. Ce phénomène finalement de circulation et d'influence que l'on peut observer, il est aussi réciproque, puisque par exemple, on peut relever que la protection des IG pour les produits donc industriels et artisanaux, elle existait à l'étranger et puis bien dans des États tiers, donc notamment au Mexique de nouveau, et on ne peut pas nier peut-être que ceci ait influencé l'Union européenne, notamment dans l'accord sans règlement entré en vigueur en décembre 2025. Donc ici, malheureusement, nous sommes tous beaucoup plus synthétique que ce qu'on souhaiterait, mais on ne peut dire que cette stratégie bilatérale de l'UE, c'est un véritable succès. Mais cette stratégie, elle connaît des limites. Alors, on va les appréhender le plus brièvement possible. Il y a en effet des limites à cette stratégie bilatérale. La stratégie bilatérale, elle doit relever des défis, donc des défis de taille, et elle doit faire face à des limites structurelles, ce que l'on va envisager à présent dans deux autres axes. Des défis de la stratégie bilatérale. Alors, 4 défis de cette stratégie bilatérale que l'on peut identifier ensemble. 4 grands défis. Premier défi, une couverture quantitativement partielle des IG européennes sur la scène internationale. Alors, de nouveau, à ce jour, on compte visiblement un peu moins de 4000 IG protégés sur le territoire de l'UE. Et ceci révèle que dans les accords internationaux, le nombre d'IG protégés est bien en deçà du nombre d'IG protégés sur le territoire de l'Union européenne. Et ça peut créer des crispations, voire un sentiment d'injustice en réalité bien véritable. Puisque ce faisant, de grandes IG sont systématiquement fermement défendues par l'UE sur la scène internationale. Le comté, tu l'as cité tout à l'heure, le cognac, le champagne, avec des difficultés particulières pour le champagne. Mais d'autres IG, en revanche, d'une notoriété moindre et dont le poids à l'export est beaucoup plus limité, restent sans protection ou une protection beaucoup plus limitée. Et alors, en particulier, le CETA, l'accord conclu avec le Canada, est très révélateur de ce constat. Le CETA prévoit la protection de 42 IG françaises au Canada sur les environ 800 IG que connaît la France. Et donc, nous avons de nombreux oubliés, le Brossiu corse, la tome des Pyrénées en particulier. Parfois, ce sont des catégories entières de produits qui sont même exclus de certains accords. Par exemple, les huiles d'olive françaises sont en absence des accords UE-Japon, UE-Vietnam. On peut encore citer le miel, les lentilles vertes du Puy. Bref, nous avons beaucoup d'oubliés. Autre défi, autre difficulté de la stratégie bilatérale. Nous avons donc une couverture quantitativement partielle des IG protégés, mais nous avons également une couverture qualitativement partielle des IG protégés. Puisque, alors, mon collègue Pascal Caminin en parlera probablement, le régime de protection des IG est réduit dans différents accords, notamment par la règle du grandfathering, la règle du grand-père. Et il découle de cette règle que s'il est impossible, en vertu des accords, d'enregistrer des marques reprenant les dénominations des IG visées dans les accords, eh bien ces derniers prévoient que les marques enregistrées de bonne foi avant l'entrée en vigueur de l'accord eh bien, peuvent continuer à être utilisées. Donc il en résulte que la primauté des IG sur les marques ne vaut que pour l'avenir. Et ceci aussi peut provoquer de vraies crispations sur la scène internationale, et c'est un procédé qui réduit très largement l'exclusivité des droits des producteurs d'une indication géographique. Troisième défi à mettre en lumière,
le coût de la stratégie bilatérale, parce que la protection des IG dans les accords commerciaux conclus par l'UE, elle a nécessairement un coût. Elle s'inscrit dans ce que l'on peut présenter comme une économie politique de la négociation. Et là, on a un exemple actuel tout à fait parlant, c'est l'accord UE-Mercosur qui a beaucoup ému les agriculteurs européens et les agriculteurs français en particulier, puisque notamment la capacité d'obtenir la protection d'IG européenne a eu une contrepartie extrêmement forte, à savoir une ouverture du marché européen à des producteurs, notamment sud-américains, notamment les producteurs de viande bovine, avec la possibilité il est prévu de prévoir 99 000 tonnes de viande de bœuf qui vont intégrer le marché européen. Donc naturellement, ça crée un sentiment très fort de crispation, de tension dans le monde agricole, et ceci peut interpeller parce que ça crée, on est face à une situation quand même quelque peu paradoxale de l'Union européenne, puisque, on l'a vu ensemble, les indications géographiques européennes, elles ont vu le jour dans le cadre de la PAC, précisément afin de protéger les producteurs agricoles européens. Or, dans le cadre des accords bilatéraux, eh bien, les IG deviennent des instruments de la politique commerciale commune, ce qui peut, par le jeu précisément des négociations et des contreparties accordées, fragiliser des segments très importants du secteur agricole. Et donc, on a une véritable tension finalement entre l'article 39 TFUE et l'article 207 qui interpelle quand même aujourd'hui, me semble-t-il, dans nos politiques défendues au niveau de l'UE. Quatrième défi que je souhaite présenter avec vous, limite de la stratégie bilatérale, c'est en réalité, là on va être beaucoup plus juridique, c'est l'absence d'effet direct de ces accords. Donc ça également, ça mérite peut-être d'être mis en lumière, puisque en effet, ces accords souffrent d'une absence d'invocabilité. Cette absence d'invocabilité, elle est même expressément reconnue par les parties dans les dispositions finales de la quasi-totalité des accords bilatéraux. Donc, en réalité, ces accords reposent sur une logique interétatique inhérente au droit international public, et donc les personnes privées ne peuvent pas directement réclamer le respect de ces accords. Donc ça, d'un point de vue strictement juridique, c'est une faille importante. Et puis enfin, pour finir le propos, la stratégie bilatérale de l'UE, elle doit faire face à des défis, des difficultés structurelles et, de nouveau, dans la dynamique des propos précédemment soutenus, des défis géopolitiques extrêmement importants, notamment dans nos oppositions, on va dire dans notre talon d'Achille, dans nos négociations bilatérales, qui nous distinguent, j'allais dire, nous, Européens, notamment qui nous distingue du modèle nord-américain en particulier. Alors là, on pourrait développer différents points que nous n'aurons pas le temps d'envisager ensemble à l'oral. Alors je me contenterai avec vous d'envisager un seul point qui est très important, me semble-t-il. Il ne faut pas, en effet, sous-estimer le risque d'une remise en cause des IG protégés par les accords notamment conclus par les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, qui sont assez réticents à voir nos IG européennes protégées sur la scène internationale, eh bien naturellement, les États-Unis vont, j'allais dire, contrecarrer dans leur stratégie. Visiblement, les États-Unis se révèlent être assez irrités par la stratégie européenne qui vise à faire reconnaître par leurs partenaires, donc les plus proches, de nouvelles IG, dont certaines sont en réalité utilisées depuis des décennies au titre de marque sur le territoire américain. Et donc, dans de récents accords, le négociateur états-unien a fait en sorte d'introduire une clause de révision des indications géographiques. Il en va ainsi de l'accord USMCA, donc l'accord qui unit donc les États-Unis au Canada et au Mexique. Cet accord reconnaît certes l'existence des IG, mais dans des termes qui les assimilent aux marques. Et donc, il est prévu que les parties reconnaissent que les IG peuvent être protégées
par un système de marque de commerce, soit un système sui generis, ou par d'autres moyens juridiques. Mais surtout, cet accord prévoit différents motifs d'annulation, de refus et d'opposition à la protection des IG, en des termes qui pourraient quand même devenir source de conflit avec les accords négociés par l'UE. Une IG, par exemple, pourrait ne pas être protégée dès lors qu'elle apparaît susceptible d'entraîner une confusion avec une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande antérieure en instance déposée de bonne foi ou d'un enregistrement antérieur effectué de bonne foi sur le territoire de l'État partie. Donc, il est, ce faisant, quelque part aisé d'imaginer un producteur américain qui a enregistré la marque, par exemple, Parmesan, contester la protection accordée à cette indication géographique au titre de cet accord. Ainsi, on le relève, la stratégie bilatérale européenne, certes, elle a porté de nombreux fruits extrêmement positifs sur la scène internationale. Néanmoins, elle n'est pas sans faille, elle est en quelque sorte quelque peu déséquilibrée, elle connaît une certaine asymétrie. Elle doit faire face à la stratégie, en particulier nord-américaine, qui est extrêmement puissante et qui invite peut-être à relativiser la pérennité de la protection de nos IG européennes sur la scène internationale. À tout le moins, elle invite à la prudence. Et peut-être, je finirai le propos avec cette ouverture, peut-être convient-il dès lors de s'interroger et de réfléchir finalement au cadre de gouvernance mondiale des IG qu'il est aujourd'hui envisageable de soutenir, qu'il est réaliste de soutenir. Est-ce qu'il est temps de penser peut-être à un multilatéralisme rénové qui intégrerait davantage certains intérêts économiques et pourquoi pas notamment davantage les intérêts des pays du Sud ou de pays en développement pour un plus grand équilibre sur la scène internationale. J'espère avoir été suffisamment claire. Je vous remercie. Merci beaucoup Blandine pour ce panorama absolument passionnant, effectivement, qui met en valeur la dimension économique, qui met en exergue la dimension économique essentielle des indications géographiques et l'affrontement juridique là, des conceptions effectivement différentes et aussi des intérêts divergents qui peuvent s'affronter dans des textes. Donc c'est très intéressant, merci beaucoup. Donc il est, selon le programme, le temps aussi éventuellement de vous donner la parole si vous aviez des questions, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été déjà envisagé ou éventuellement même plus largement. Oui, je vous en prie. Non, on vous entend bien, très bien. Je crois que vous avez un micro à côté. C'est pour que ce soit enregistré. Est-ce que si je parle comme ça, très bien. Vous parliez de la réticence des USA pour reconnaître nos IGP européennes. Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes n'en ont pas beaucoup? Donc en fait, ils ne voient pas d'intérêt de faire reconnaître leurs propres indications géographiques. Est-ce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas du tout? Et c'est pour ça que réciproquement, ils ne veulent pas faire reconnaître les nôtres? Alors, je répondrai à cela, je vous remercie beaucoup, en réalité, bien naturellement, j'allais dire, les États-Unis ont un régime extrêmement protecteur. Il y a plusieurs dénominations en réalité qui est exploitées aux États-Unis, mais avant même qu'au niveau européen, on entende protéger les dénominations en cause. Et donc, les États-Unis craignent par là même que les consommateurs, certes américains, mais sur la scène internationale, du coup, soient plus enclins à acheter, j'allais dire, à consommer des produits qui ont une vraie valeur qualitative au titre de l'IG, de préférence par rapport à leurs produits américains. Donc c'est une vraie stratégie commerciale de ce point de vue qui est défendue. Et puis on a quand même un système qui... Alors, un auteur, pour la citer, si jamais ça vous intéresse, parce qu'elle a écrit un article vraiment extrêmement intéressant donc à la Revue internationale de droit économique. Elle s'appelle Madame Gabrielle Gagliani. Bref. Et c'est cet auteur qui met en lumière le fait que pour elle, du point de vue de l'UE, la protection des IG est devenue une condition donc sine qua non dans la conclusion de nos accords commerciaux internationaux. Mais cet auteur finit par une note optimiste en disant que, selon elle, il est possible de réconcilier en fait l'approche européenne sui generis et l'approche américaine par le biais du droit des marques. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues.
je ne suis pas si optimiste. Je ne suis pas aussi optimiste qu'elle parce que ce sont quand même des régimes juridiques qui sont, et des mécanismes de protection qui sont extrêmement différents. Et quelque part, me semble-t-il, les producteurs américains, il ne faut pas négliger en plus la place très très forte des lobbies aux États-Unis, ne seront pas prêts à abandonner, de mon point de vue, cette protection par le biais du droit des marques. Voilà. Donc je pense qu'il y a un intérêt, enfin je ne sais pas ce que votre approche, ton approche peut-être Pascal, alors moi, de ce que je comprends de ma situation aux États-Unis et de ce que je lis aux États-Unis, il y a des demandes et des pressions aux États-Unis pour mettre en place un système d'IGP, enfin un système d'IG. Mais il y a quand même des réticences qui sont assez fortes et qui sont aussi à la fois culturelles et liées à l'histoire. Alors d'abord, il y a un système de marque qui fonctionne relativement bien, il y a un système de marque de certification qui permet de se substituer en grande partie, même si les garanties qui sont offertes aux consommateurs ne sont pas tout à fait les mêmes, les garanties de qualité, mais il y a quand même un système qui existe depuis longtemps. Il y a aussi un aspect, je dirais, culturel aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'IG, enfin tout simplement. Il y en a 2000 et ça joue beaucoup sur les accords internationaux, parce que quand on négocie avec le Canada, on en a 2000 de notre côté et qu'ils en ont 50, en fin de compte, c'est évident qu'on va aboutir simplement à la protection de 30 et pas de plus de 50. D'ailleurs, moi j'ai lu que dans les négociations qu'on a eues avec la Corée, ça peut aussi avoir un effet négatif, c'est-à-dire qu'on peut, de l'autre côté, de manière artificielle, créer des IG qui, en fait, n'ont pas vraiment lieu d'être, tout simplement pour établir une sorte de balance et pour avoir quelque chose à échanger. L'autre aspect des États-Unis aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'indications géographiques qui correspondent à des noms de lieux, qui sont des noms de lieux qui existent aux États-Unis depuis longtemps. Alors, il y a des aspects un petit peu frauduleux, mais il y a aussi, il y a des termes qui sont génériques et qui sont utilisés depuis très longtemps aux États-Unis. Le champagne, ça s'utilise depuis 1839. La première utilisation commerciale du terme champagne aux États-Unis. Les producteurs de champagne n'ont pas fait grand-chose. Alors, ils se sont battus dans le monde depuis longtemps, notamment sur l'appellation champagne, mais ça a pris du temps aux États-Unis et ça a pris peut-être un peu trop de temps. Il y a des appellations qui sont devenues génériques. Elles sont tout simplement devenues génériques et que si vous vous mettez à leur place, il n'y a pas de raison de supprimer une appellation qui est devenue générique et c'est préservé par les accords alpiques. Et puis voilà, ça s'explique comme ça. Et puis évidemment, quand vous en avez 50 et qu'ils en ont 2000 de l'autre côté, effectivement, c'est un peu compliqué d'accepter cette remise en cause. Donc il y a des bonnes raisons, il y a des raisons qu'on peut comprendre, qui sont historiques et qui sont... Oui, j'ai oublié de mentionner, il y a des aspects techniques aussi, parce que même le droit des marques, traditionnellement aux États-Unis, comme dans tous les pays comme l'eau, le droit des marques, il est aussi là pour il n'est pas uniquement là pour garantir la source d'un produit, c'est aussi une indication de qualité. Quand vous avez une qualité qui est associée à une marque et cette qualité change, vous pouvez perdre votre marque. Aux États-Unis et dans tous les pays comme nous, ce qui n'existe pas dans nos systèmes de droit civil, où on a un droit des marques qui n'a pas tout à fait la même portée. Donc il y a quand même une petite partie du droit des marques qui peut aussi, il y a certains éléments qui peuvent aussi satisfaire certains des objectifs qui sont liés aux IG. Mais voilà, c'est une combinaison de facteurs. Et puis il y a des aspects de commerce international, évidemment, ce qui a été dit de manière très claire. C'est clair aussi que les accords que l'Union européenne, qui du coup a beaucoup d'IG aussi, conclut avec d'autres États, pose problème aux États-Unis, parce qu'effectivement la FETA, ils ont produit ces génériques. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir la vendre en Corée si la Corée a conclu un accord avec l'Union européenne qui réserve l'utilisation FETA au feta au feta grec et la clause du grand-père, elle n'est pas applicable aux produits importés, elle est applicable uniquement aux Coréens qui éventuellement utiliseraient déjà la feta avant. Donc ça pose objectivement, ça pose un problème aux États-Unis. Alors, après, c'est des luttes. Je voulais juste rebondir sur l'idée de trouver
un intermédiaire, peut-être une voie médiane. C'est vrai que au sein des systèmes de marque, on a toujours ces systèmes de marque collective et de certification en particulier, justement avec un enregistrement et aussi un cahier des charges. On est finalement là sur une figure qui est assez intermédiaire, qui pourrait peut-être trouver... Alors, la seule difficulté, et ce qui pose problème, parce que la marque de certification, ça peut fonctionner relativement bien, à partir du moment où il y a des certifications, parce que là aussi, il faut que le contrôle soit... Voilà, la certification, si c'est vous-même qui certifiez, qui vous auto-certifiez... C'est une voie aussi même employée en Union européenne, de plus en plus. Mais vous certifiez, donc ça peut être intéressant. Attends, c'est pas tout à fait la même garantie que quand ça passe par des... c'est sûr. Mais le problème de la marque, en fait, ça fonctionne bien. La difficulté, c'est que c'est cher. C'est ça, c'est vrai. C'est que c'est beaucoup plus cher qu'une AOP. Et donc, en fait, la restriction, c'est pas que les IG... Enfin, on pourrait dire que les IG européennes pourraient être protégées aux États-Unis. Alors, il y a une difficulté, c'est qu'il y a plein de marques qui ont été déposées. Et puis, voilà. Mais s'il n'y avait pas d'IG, s'il n'y avait pas d'antériorité, ça pourrait se faire aux États-Unis. Mais le problème, c'est que ça coûterait très cher. Et c'est beaucoup plus simple d'être protégé à l'international au travers de systèmes d'IG à l'international. Ça, c'est clair. Voilà, donc il y a quand même, il faut se mettre aussi du point de vue américain, même si il y a effectivement, ce sont des aspects de commerce, mais c'est des aspects de commerce chez nous également. Il n'y a pas que la protection du consommateur et que c'est pas le seul élément en cause. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Bon, merci beaucoup. On marque une pause.